You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 5e épisode de la 2e saison de Cold Facts. On commence avec Fribourg, qui en plus de perdre 2 matchs, a malheureusement perdu Julien Sprunger pour une assez longue période. On ne sait pas encore la nature de la blessure du capitaine fribourgeois. Genève, par contre, où après 3 matchs, 2 victoires, 1 défaite, les W Brothers, Winnick et Wingles qui cartonnent. Lausanne, ça cartonne aussi, 2 victoires à l'extérieur, dont une 6-5 à Zug. Et puis Bienne, 2 victoires, 1 défaite contre Rapperswil en prolongation, où Yannick Radgeb a perdu ses chevilles face à Roman Červenka. Et on terminera cet épisode par un petit détour virtuel et une review de NHL 20. Salut Greg. Salut Jean-Fred, t'as bien recommencé ta saison 2019-2020 ? La saison de hockey, oui, de hockey manager un peu moins. Mais ce sera pour une autre fois. On va commencer donc cet épisode, le 5e de la saison, par Fribourg-Gotteron, parce que Fribourg a perdu 2 matchs et a probablement perdu Julien Sprunger pour une longue période. On ne sait pas encore la nature de la blessure exactement. Ouais, il faut savoir qu'au moment où on enregistre ça, il est en train de passer son IRM. Les résultats devraient être tombés au moment où vous nous écoutez. Honnêtement, si ça revient et on nous dit qu'il est sur la glace mardi prochain à Zurich, c'est qu'il y a eu un miracle et il faudra l'allumer un ou deux cierges. Ça sent quand même une absence, en tout cas de moyenne durée, voire pire. Quand il y a eu ce contact, j'allais dire une faute, puis après je me suis dit non, je vais quand même peut-être me reprendre parce que on va pas absoudre Robbie Earl, mais on a l'impression que c'est difficile d'accuser forcément Robbie Earl sur cette action. On a regardé plusieurs fois le contact. Est-ce que vraiment il laisse traîner le genou ? Je crois que t'es un peu aussi partagé. Hein. Ouais, alors vraiment sans aucun mauvais jeu de mots, mais c'est pas blanc ou noir sur cette histoire avec Robbie Earl. C'est vraiment pas volontaire, mais je trouve que ça s'y prête vraiment. Parce que déjà, je pense que pour les arbitres, sur le moment, il n'y a pas eu de coup de sifflet. Et je pense qu'on peut assez clairement dire que c'est difficile. Nous, même avec plusieurs ralentis, si on regarde pas le ralenti dans l'angle de la patinoire, celui-là, à mon avis, c'est le plus clair, où on voit qu'il y a un mouvement du genou. C'est difficile de voir quelque chose. Donc, imaginez à vitesse réelle. Là, on peut déjà partir du principe que sur la glace, il n'y a pas eu de coup de sifflet. Ok, pas de problème. Pardon, ça a enroué mon déplacement à Langnau. Pourtant, j'ai pas crié sur Robbie Earl, promis. Mais après, ouais, il y a quand même ce petit mouvement du patin qui est pas naturel. Donc, pour moi, c'est là où on va pouvoir dire que Robbie Earl fait quand même quelque chose, touche Julien Sprunger. Après, c'est toujours une question, est-ce qu'il y a une intention là derrière ou non ? Finalement, je crois que Julien Sprunger s'en fout si Robbie Earl voulait ou pas lui toucher le genou. Maintenant, moi je me dis, Robbie Earl, il va pas pour l'assassiner pour la bonne raison que lui aussi peut se faire sacrément mal en fait, dans un contact genou contre genou. Donc il est plus malin que ça. Il va pas aller au contact genou contre genou pour se faire Julien Sprunger avec le risque que lui reste sur la glace. Donc moi j'ai l'impression que c'est non, parce que c'est pas juste, c'est un mauvais réflexe. Il se fait battre dans son duel, Julien Sprunger shoot. Je dis, foutu pour foutu, je laisse un petit peu traîner la patte, mais je vais pas attaquer le genou du joueur. S'il tombe, tant mieux. Et après, ça fait un de moins qui vient back-checker, quoi. Et moi, je le vois plus comme ça. Les conséquences sont graves. Et je me réjouis de voir comment le PSO, dans un premier temps, si enquête il y a, mais enquête il y aura, sinon c'est vraiment incompréhensible, comment le PSO va d'abord, quelles recommandations il va faire et comment ça va être jugé. Parce que c'est vraiment un cas délicat. Et puis, moi, ce que j'ai pas aimé, évidemment, c'est de voir Julien Sprunger tout de suite la main. Ouais, tu sais. Ouais. Tu sais directement. Il sent qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. En plus, il se fait sortir de la glace aidé par 2 personnes pour pas poser le patin sur la glace. Donc ça, c'est vraiment difficile à voir comme image. En plus, à 33 ans, je pensais aussi à ça, parce que je me dis, si t'es un jeune, on voit souvent au ski, si c'est les ligaments, ça prend quand même du temps, mais après ils peuvent revenir. Mais à 33 ans, ça devient de plus en plus compliqué. On sait qu'on récupère pas comme si on avait 22 ou 23 ans. Ouais, mais comme tu as très justement dit, Sprunger, c'est un bonhomme qui tient quand même, qui résiste au contact. Je sais que dans certaines patinoires, il y a une dizaine d'années, il était souvent labellisé comme quelqu'un qui tombait tout le temps. Il faut être au contact et au duel, c'est quelqu'un qui tient sur les patins. Donc déjà,
pour qu'il termine à terre, déjà, il faut quand même qu'il se prenne un bon coup. Et au moment où tu le vois appeler le banc, moi, ça, c'est le signal où je me dis, oula, arrêtons tout. Et d'ailleurs, l'arbitre a été parfait sur le coup là. Il a directement mis un terme à l'action. Le puck était encore en jeu, mais il a arrêté tout de suite parce qu'il a vu. Et je me suis renseigné dans le milieu arbitral, on va dire, depuis. Et c'est la première chose qu'on m'a dit aussi. C'est non, mais là, tu sais que si Julien fait ça, tu arrêtes parce qu'on le connaît à force. S'il fait ça et si c'est Julien Sprunger, tu sais que c'est sérieux. La personne de contact n'a pas donné d'autres noms. Pas donné d'autres noms que je vais pouvoir répéter ici. On m'a dit avec d'autres, tu t'attends une petite fraction de seconde pour être sûr que dans la seconde, il n'est pas nouveau sur les patins, puis il repart. Là, ils savent. Donc, faudra voir. Honnêtement, moins de 6 mois, c'est déjà pas mal, j'ai l'impression. Parce que si c'est les ligaments, en gros, ils se préparent pour la saison 2021. Exactement. Et si c'est moins sévère, Fribourg l'aura échappé belle. Tu parlais de certains joueurs, on attend une petite fraction de seconde en plus. On a, je crois que c'est Raphaël et Sanitz qui a pris 2000 francs. Et Marco Maurer, ils sont 2. Voilà, 2 qui ont ramassé pour des simulations de fautes. Donc, on est dans un contexte où maintenant, on fait attention à ces simulations, ce qui était beaucoup moins le cas avant. On peut aussi comprendre que les arbitres des fois se laissent pas forcément tenter. Je rappelle qu'il y avait aussi 2-2 au moment de ce contact. Donc le match est serré, tu veux peut-être pas accorder facilement un jeu de puissance. Et puis cette blessure de Julien Sprunger, à mon avis, elle a vraiment déréglé complètement Fribourg. Tu sentais que sous les casques, ça allait pas comme il faut. Alors forcément que le powerplay après, qui était pourtant plutôt pas mal, et on savait avant la saison qu'il allait bien tourner, il avait bien tourné à Bienne, mais ça n'avait pas marché. Il a bien tourné et bien marché contre Langnau avec le but de Brodin. Et puis là, sans Julien Sprunger, ça a pris un petit coup. C'était intéressant de voir Gunderson. Systématiquement, quand Sprunger était sur la glace, c'était son option 1 à peu près. C'est-à-dire, ok, il y a Julien qui est à ma gauche. Si je peux lui mettre une bonne passe pour un one-timer, je vais le faire systématiquement. Il y en a mis bien quelques-unes sur les 2 premiers matchs. Et Rossi remplace Sprunger à ce moment-là dans le rond. Et j'ai trouvé que c'était devenu l'option 2 voire l'option 3 de venir là. Gunderson n'a quasi jamais passé le puck sur la gauche à Mathias Rossi, alors qu'avant cette connexion était immédiate avec Julien Sprunger. C'était intéressant de voir aussi, on parle d'automatisme, c'est exactement ça. Gunderson, si ça se trouve, il a quasi pas joué en powerplay avec Mathias Rossi, ou très peu durant la préparation. Il se retourne peut-être de l'autre côté, il y a Dernay qui est quand même tout le temps libre, qui est capable de se mettre de se rendre disponible systématiquement. Il y a Brodin qui fait de la place devant pour une déviation, il va préférer ces options de jeu là, et donc ça a un petit peu déréglé le powerplay de Fribourg à ce moment-là, c'est clair. Mais Fribourg s'est mis dans la panade déjà tout seul en fin de deuxième période, avec une pénalité en fin de période, l'égalisation, alors que Fribourg était très bon sur le deuxième tiers. Ils ont une quinzaine de shoots à 8 avant le powerplay, je crois. Ils méritent de mener 3-1 même à ce moment-là. Motet touche la latte. Motet au passage assez bon contre Langnau après avoir été très discret à Bienne. Mark French a tenté l'électrochoc en le mettant 13e attaquant. Ça semble avoir fonctionné parce qu'il fait un bon match. Du coup, on pourrait tenter de mettre Bikoff 13e attaquant au match contre Zurich. Tenter un petit électrochoc. Mais en tout cas, Motet a montré des signes de révolte. Je pense que c'est aussi ce qu'a voulu faire son entraîneur. Bref, je m'égare. Fribourg mérite presque de prendre 2 buts d'avance à ce moment-là. Il ne prend pas ces 2 buts d'avance. Derrière, il y a ce qui se passe, quoi. L'égalisation, la blessure de Sprunger, et tu sais que quand il y a ce powerplay, tu te dis, si c'est le bon vieux Fribourg de l'année passée, ils vont s'en prendre un 5 contre 4. Pas manquer. Ouais, mais ce qui change, c'est les joueurs sur la glace, normalement. Et là, c'est Gunderson qui se plante, qui se fait avoir derrière la cage. Et puis Maxwell, c'est pas une passe de Nolan Diem à 4 contre 5. On avait parlé de Nolan Diem au début de notre premier épisode en disant les agents libres, que Nolan Diem pouvait être intéressant pour une équipe. Là, il a montré qu'il était opportuniste. Et Berra, sur le coup, c'est un peu dommage parce qu'il fait un super match. Ouais. Mais on rappelle que c'est un gardien qui fait 1m94. Il fait partie de ces gardiens de grande taille. C'est pas Giannoni qui fait, par exemple, 1m80. Non, là, normalement, quand il est à son poteau, quand il est sur ses genoux, et puis qu'il se dresse finalement sur ses genoux, il couvre quasiment l'entier de la surface. Oui, exact. Et puis là, il le prend côté fermé, au-dessus de l'épaule. C'est dommage parce que ça annule finalement sa performance sur le match presque. Ouais, il n'a pas été aidé à certaines occasions. Sur le premier but de Langnau, il fait 3 arrêts, il est à terre, il n'y a personne pour l'aider, il se relève, il chope un shoot. Ouais, et après, il est franc fou, mais en même temps, on reproche souvent à Berra de gueuler sur ses défenseurs, mais sur ce coup-là, s'il ne le fait pas,
gueuler ou Ouais. de montrer Nous, on va gueuler sur un défenseur. de montrer un certain mécontentement. Là, il y a de quoi, il me semble. Et en parlant de défenseur, Noah Schneeberger, quoi. Pas envie de m'acharner sur ce joueur, mais de la saison passée, il n'a pas été terrible. Là, Il a un gros contrat quand même. C'était quand même, il a été pris par Christian Dubé pour solidifier aussi cette défense. Quand il a été pris, c'était un agent libre assez intéressant. Hein. On se rappelle que c'était le package, il y avait Valzer aussi. Exact. Valzer qui fait un bon match à Langnau, au passage. Puis l'année passée, déception. Je sais pas si on pouvait dire flop, mais en tout cas déception. Oui, on peut dire flop. Il faisait partie des flops quand on avait fait nos worst All-Star Team et puis Worst Star Team. Il était parmi les joueurs qui étaient pas bons. Et il commence pas sur des bases exceptionnelles cette saison. Mais il est catastrophique, il fait jamais le bon choix de jeu, c'est incroyable. Contre Langnau, 3 de ces shoots ont été bloqués par le premier défenseur de Langnau. Ça a résulté sur 2 contre-attaques, dont une, Philippe Fourer a réussi à faire un retour assez inespéré pour combler la lacune de Schneeberger. Fourer, il en a sauvé 2-3 quand même sur ce match à Langnau. Il n'est pas irréprochable, mais il fait son match. Mais non, mais Schneeberger, il y a urgence. Moi, je ne comprends pas qu'on laisse un Jérémy Camerzan dans les tribunes alors qu'on a Schneeberger sur la glace. Au bout d'un moment... Là, il va quand même falloir... Ou Aurélien Marty. Tu peux faire monter tout le monde. Hein. Je veux dire, Schneeberger, là, c'est une catastrophe. Et Marty fait son job, il joue du box-play. Tu lui demandes rien, il va juste faire son job. Il va bloquer des shoots, il va être solide, il va pas faire de conneries à la relance parce qu'il va pas jouer un jeu qu'il est pas capable de jouer. Ouais. Donc, il va toujours être sobre. Profites-en, quoi. Et puis, Schneeberger, il va tenter des trucs, non, une fois sur deux. On se prenait la tête à 2 matchs avec Pierre Chauvet de la Liberté à côté de moi, mais à chaque fois qu'il avait le puck, on avait peur. Je sais pas s'ils veulent faire un clip de chaque séquence de Schneeberger à Fribourg. Pour faire peur aux enfants. Ouais, il y a de quoi être inquiet, puis faire la séance vidéo, l'analyse vidéo avec lui. Mais bref, on va pas s'acharner sur Schneeberger non plus, mais il a pas aidé Fribourg, disons. Mais maintenant, j'ai une question pour toi. Sprunger est out, admettons, allez, on va dire 3 mois. Tu fais quoi? Avec ton alignement, partant du principe que Fribourg-Gotteron ne va pas chercher un joueur. Qui joue où? Tu fais avec ce que tu as, donc comme tu dis. Tu as Sandro Schmidt à qui tu peux peut-être donner plus de responsabilités. Maintenant, évidemment, on parle souvent de chaussures ou à enfiler. Là, les godasses, c'est du 57 en pointure. Donc, personne, de toute façon, ne pourra reprendre cette place-là. Donc, en fait, tu essayes de faire au mieux. J'ai l'impression. Tu as Motet 13e. Au moins, tu te dis, tu as un joueur, tu as un buteur que tu peux faire monter dans l'alignement. Tu as Sandro Schmidt que tu espères être un peu plus... à donner un petit peu plus de responsabilité. J'ai l'impression que tout simplement, il va falloir donner encore plus d'impact aux étrangers, quoi. Peut-être que Brodin, qui est en 3e, tu le fais monter en 2e, je l'ai trouvé très bon. Brodin, il est bien, ouais. C'est une peste, il a ce jeu qui peut énerver, qui fait plaisir quand tu l'as dans ton équipe, un peu comme Ruffenhardt et tout. Il faudra qu'il s'adapte au championnat de Suisse. Après, là, on est après finalement 2 matchs pour Fribourg. Mais une fois qu'il connaîtra un peu les arbitres, la façon dont il siffle, il prendra peut-être moins de pénalités ou il ira un peu plus chercher sans trop faire de bêtises. Peut-être Brodin dans l'alignement, mais c'est très difficile. C'est compliqué, ouais. Mais moi, je me demande si la question, c'est comment accommoder Andrei Bikov, en fait, parce que c'est souvent ça le problème de Fribourg. C'est son 2e centre qui est très lunatique, disons, et c'est un problème. On disait que Valzer avait besoin d'être bon en 3e ligne, en fait, et qu'il pouvait être un excellent centre de 3e ligne, mais s'il doit jouer centre de 2e ligne, c'est presque, tu parlais de chaussures, elles sont presque un peu grandes. Et moi, je me demande si tu dois pas essayer de scinder ton duo Desharnais-Stolberg, qui est pas incroyable depuis le début de saison, partant du principe qu'un Desharnais, il a la qualité technique, tactique, il a l'expérience pour jouer un peu avec tout le monde, j'ai l'impression. Ok, la connexion avec Stolberg, elle était bonne à Omsk, ils s'entendent bien sur et hors de la glace, mais finalement, est-ce que tu mets pas Stolberg, qui a un petit peu les mêmes caractéristiques qu'un Julien Sprunger, qui est grand, qui prend de la place, qui est un buteur, qui a un vrai bon shoot s'il est mis en position par un centre, ce que peut être Andrei Bikov? Est-ce que tu scindes pas ton Desharnais-Stolberg, tu mets Stolberg avec Bikov? Ça peut être une piste de réflexion. Et après, Desharnais, si tu le mets toujours avec je voulais dire Julien Hernan Rossi, parce qu'on a rigolé avec Monsieur Chouvet hier, mais non, avec Mathias Rossi sur la première, il faut trouver un autre ailier. Pas évident, on est bien d'accord. Mais un ailier buteur, t'as Motet qui est là, si c'est le Motet en confiance, il peut marquer des buts. Et après, tu fonctionnes par duo, t'as Desharnais Motet peut-être, mais c'est très léger, c'est très petit, disons. Là où Stolberg amène un peu d'impact physique avec Desharnais, est-ce que tu fais monter Brodin? Mais bref, moi je tenterais de mettre Stolberg avec Bikov pour tenter
d'activer cette deuxième ligne et de maintenir cette deuxième ligne à flot, en fait. Je sais pas, ça va être intéressant de voir comment va gérer Fribourg, parce que je pense qu'ils vont devoir gérer sans Spronger à un moment. Et puis on verra, alors on va juste, pour finir ce chapitre sur Fribourg, rappeler le prochain match de Gotteron, ce sera, si je ne fais erreur, mardi prochain à Zurich. Enfin, mardi 24 à Zurich, voilà. De nouveau, on avait dit qu'il y avait plusieurs déplacements, en 4 avant d'entrer dans la... Avant d'aller à Genève, avant d'accueillir Berne. Si on met en perspective, c'est quand même un peu problématique d'être allé perdre ces 2 premiers matchs, même si chaque défaite individuellement prise n'est pas scandaleuse. Tu peux aller perdre à Langnau, tu peux aller perdre à Bienne, mais 2 matchs 0 avant d'aller à Zurich, à Genève, qui est quand même un peu le Angstgegner, on va dire, de Gotteron, et Berne à la maison, ouais, ça devient un peu complexe, là. Alors après Fribourg, tu avais mentionné le futur match contre Genève, donc on va en profiter pour parler de Genève qui, après 3 matchs, a 2 victoires. Ils avaient commencé par un succès 3-1 à Langnau. Après, ils ont une défaite à domicile contre Bienne 4-2, alors qu'en plus, ils menaient 2-1. Ils avaient fait 40 premières minutes assez intéressantes. Et puis, eh bien... mardi soir, victoire 3-0 contre les Zurich Lions, qu'on pensait enfin sur le droit chemin, si je puis dire, avec Richard Grunborg. Et puis ce match, en fait, où ils ont perdu pied en toute fin de match contre Zug pour s'incliner finalement 5-4, alors qu'ils menaient 4-2 à la 58e. Genève, on a abondamment lu, entendu, vu la jeunesse éternelle, magnifique, symbolisée, incarnée par Smirnovs. Au passage, très bel article de Greg, d'ailleurs très fouillé, où finalement Smirnovs ne parle pas, il n'y a pas un mot de Smirnovs, mais c'est des gens qui ont côtoyé Smirnovs au cours de sa jeune carrière qui expliquent. C'est assez long, mais ça vaut la peine de lire. Pardon. Sur le site du matin.ch. Voilà, exactement. Mais ce que j'ai remarqué avec Genève, finalement, alors ce qui va contredire mon truc, c'est que Maillard a marqué le premier but. Mais après, c'est Wingels, Winnick. Et finalement, les étrangers, les routiniers, ils sont là, en fait, à Genève. En ce moment, en ce début de saison, oui, Smirnovs nous impressionne. Mais Wingels, il a quand même 6 points en 3 matchs. Donc, 3 buts, 3 assists. C'est aussi lui, en partie, qui tient, évidemment avec les gardiens, mais c'est lui qui tient, en termes de joueurs offensifs, cette équipe aussi en ce moment. Oui, je voulais commencer par remercier Grégoire Surdet qui nous a alerté, si besoin était, pour certains d'entre vous, vous le saviez avant nous, mais sur le cas d'Anis Smirnov, qui est à 1 à Hockey Manager, et je pense qu'on est 1 ou 2 à s'être rué dessus après avoir écouté les paroles de Grégoire à ce sujet. Donc bien vu, nos équipes le remercient. Ceci mis à part, oui, joli début de saison de Genève qui surprend. C'est peu de monde attendait. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit une équipe jeune qui joue au hockey, qui n'a pas peur de faire des erreurs, c'est le cas. Mais c'est aussi une équipe qui joue et qui gagne. Donc c'était peut-être ça qui était un poil inattendu. Toujours faire attention avec ces débuts de saison, dans un sens comme dans un autre. Complètement. Là où il ne faut pas enterrer Fribourg, il ne faut pas dire que Genève est un candidat au titre ou un candidat sérieux au play-off. Par contre, ça conforte, si besoin était, les dirigeants dans leur envie de faire jouer les jeunes, de leur donner des responsabilités. On parlait avant de Fribourg qui, justement, va peut-être maintenant devoir faire ce choix avec un Sandro Schmidt qui va s'imposer, peut-être, si ça se trouve, qui va créer sa place, qui doit se la créer. À Genève, on les a créées les places. On a dit, non, maintenant, à vous de jouer les jeunes. En plus, Richard tombe au combat le premier soir, donc Smirnov peut en profiter derrière pour monter encore un petit peu dans l'alignement, jouer encore plus de powerplay. C'est chouette. Moi, j'ai du plaisir à voir cette équipe en ce début de saison. J'ai toujours un peu mais comme toi, je sais, cette fibre de se dire, nos jeunes joueurs, en l'occurrence nous, je crois qu'on n'est pas forcément investis d'un côté ou de l'autre, mais voir des jeunes progresser, pour faire dans la confession, je suis une équipe de NBA assez ardemment, et quand il y a un jeune joueur qui arrive, je suis hyper content, et je me dis, c'est chouette d'avoir ça, de pouvoir dire, tiens, shift après shift, on le voit progresser, on remarque certaines erreurs qu'il avait faites avant, il ne les fait plus. Tiens, il a pris un peu plus d'expérience en sortie de zone, ou son backcheck est un peu meilleur. Il y a plein de petites choses que tu peux voir en suivant une équipe au quotidien avec autant de jeunes joueurs. Ça, je trouve vraiment chouette. Maillard marque un but pour le 1-0 contre Zurich, but important au passage. Magnifique. En plus, l'ouverture de Jacques May, il profite d'un rush où Zurich
part un peu à l'abordage. Tout le jeu est inversé en une fraction de seconde grâce à une passe de Jacques Meux. Puis alors Maillard, il le met magnifiquement à flux LR. Ouais, exactement. Et Maillard, c'est un de ces joueurs aussi qui a fait toute la filière de formation de Genève Servette, avec Patrick Aymon, gagné les titres, etc. Donc ça valide finalement les choix du directoire. Après, comme on le disait en fin d'épisode sur Genève Servette, faut pas réduire ça à une équipe de deux jeunes. Enfin, je veux dire, si Genève va en playoff, c'est pas Miracle on Ice non plus, quoi. Il y a des vrais joueurs dans cette équipe. T'en parlais, Winnick, Wingels, Fer, Vic qui est peu utilisé ou pas assez utilisé. Je me demande jusqu'à quand ça va tenir, on va dire. Après, derrière Temernes, Jacques May, c'est quand même des joueurs qui ont une vraie expérience. Mercier, on n'en parle même pas. Maurer, c'est aussi un expérimenté. Bref, il y a une ossature de joueurs expérimentés, mais elle est complétée par ces petites touches ça et là qui sont positives. Et j'étais présent au match contre Bienne. Genève a perdu, certes, mais ce soir-là, ils ont appris énormément de choses, en fait. Et je pense que plus la saison va avancer, moins on aura droit justement à ces 2 buts en 1 minute qui te tournent le match. Ça passe de 2-1 à 2-3 en 3 shifts. Et ça fait partie d'un processus. J'ai pas mal parlé avec Tommy Wingels au sujet de Denis Smirnov. C'est lui dit, ben voilà, moi je sais que mon rôle c'est ça, c'est de le prendre sous mon aile, c'est de lui parler entre chaque shift, d'aller vers lui, de communiquer énormément pour qu'on se place mieux, pour qu'on se trouve mieux sur la glace, pour que les automatismes se créent. Avec un jeune joueur comme ça, c'est génial parce que c'est des éponges. Ils emmagasinent une quantité d'informations et comme ils ont du talent en plus. Et comme c'est des joueurs talentueux, bah derrière ça peut donner des résultats assez rapidement. Chouette début de saison. On a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde au Vernet, 4500 je crois. C'est dommage, c'est vraiment dommage et j'espère que ça va lancer quelque chose. Au passage, refroidissez-moi cette patinoire. L'autre soir, je sais qu'hier c'était nouveau le cas contre Zurich, mais il faisait bien presque 30 degrés dans cette patinoire, c'était détestable. Là aussi, ça donne pas franchement envie d'aller dans une patinoire, donc si vous voulez que les gens veuillent venir dans une patinoire, faut que ça ressemble à une patinoire, quoi. Je dis pas qu'il doit faire moins 6 comme à la Valachia, Mais au moment où tu dois enlever ta veste en rentrant dans une patinoire parce qu'il fait plus chaud qu'à l'extérieur, ça devient un petit peu particulier. Genève, le prochain match, c'est à Ambry, vendredi. Ah bah voilà, là il fera un poil moins chaud peut-être. Pas besoin de sortir le bonnet Cold Fact. Ils arrivent. Ils sont brodés ou en cours de brodage, je sais pas. Exactement. Et ils arrivent. Et puis après, c'est le derby lémanique pour l'inauguration de la Vaudoise Arena le mardi prochain. Arena, s'il te plaît, il y a un accent aigu sur ce E. Ouais, on va arrêter ce podcast si tu continues à m'embêter avec cet accent aigu. Une horreur. Là, c'est 2 matchs à domicile pour Genève de suite, une victoire, une défaite. Puis après, aller à Ambri-Piotta. Ambri-Piotta qui n'est pas flamboyant du tout, puisque au Tessin, en ce moment, ça va pas bien, parce qu'ils n'ont pas gagné un match en 5 matchs. 2 défaites pour Lugano, 3 défaites pour Ambry. Ambry qui a de la peine à marquer aussi. Ils ont failli se prendre un blanchissage. Heureusement, il y a eu un petit but qui est tombé contre Berne mardi soir. Mais après le 3-0 à Rapperswil, ça fait un peu chenille. Ils jouent à domicile, ils ont été plutôt intéressants contre Zug. Ils ont perdu 4-3, donc oui, je pense que ça va être un match... oui, t'as le droit de perdre à la maison contre Zug, il n'y avait rien à dire. Ça va être un match... ça va être un bon test, en tout cas, pour... on parlait de l'inexpérience genevoise. Chris Maxwell aimait bien sortir des matchs en janvier à Ambry, quand il demandait à ses étrangers, parce qu'il voyait que ça tournait un peu... C'était un peu chancelant, puis qu'il s'appuyait sur ses étrangers, en tout cas sur les joueurs stars, pour faire la différence. On verra si Patrick Aymon arrive à tirer la même chose de ses étrangers, mais en tout cas en ce début de saison, ça a l'air de bien aller. Ouais, je me réjouis aussi de voir comment les adversaires vont s'adapter à cette équipe de Genève. Parce qu'un Denis Smirnov, c'est difficile de l'avoir scouté avant les matchs, parce que fallait l'avoir vu jouer en junior, et même après, le saut est tellement grand en théorie entre les juniors élites et la National League. Comment lui va s'adapter à peut-être une attention plus grande sur son jeu, sur lui en fait, de la défense adverse. À l'extérieur, il n'y a pas le choix des lignes aussi. Ça va être intéressant de voir comment Tchereda va essayer de contrer la ligne Wingels, Winnick, Smirnovs, qui est quand même dans tous les bons coups depuis le début de saison. À voir si Richard est de retour, mais comment tu le réinjectes dans cette équipe. Est-ce que finalement, pour le bien de Smirnov, est-ce que tu le laisses pas dans cette première ligne et tu descends Tanner Richard d'une ligne, peut-être, mais après t'as Fer qui est là, après t'as Cast qui est là. En fait, alors c'est une analogie qui vaut ce qu'elle vaut, mais Aymon a le même problème, entre guillemets, que tous les managers qui ont Smirnov dans leur équipe. Maintenant, il faut faire un peu de la place pour le faire jouer tous les soirs. Ouais. Et en fait, je pense que c'était pas forcément prévu à ce point-là, qui justifie sa présence tous les soirs sur la glace et avec un vrai rôle. Et ça va être chouette de voir comment Aymon va lui aussi s'ajuster finalement à ce succès
rapide de ce joueur. Et puis alors il y a un thème finalement qui se rapporte plus à Genève, c'est sur les sanctions. On a eu plusieurs questions qui sont venues. Pourquoi ? Parce que Noah Rod a écopé de 2 matchs de suspension pour sa faute sur Loïc Inalbon à Langnau et Florent Douai pour sa faute sur Lawrence Kinsley, sur Mike Kinsley de Bienne, n'a pris finalement qu'un match. Pourquoi ? Ça fait partie du rapport que la Ligue a transmis à tout le monde. En disant, ouais, mais Mike Kinsley nous a expliqué... Genève Servette a transmis des messages échangés entre Mike Kinsley et Florent Douai. Voilà, on y reviendra, mais fini. Mike Kinsley, en fait, disait à Florent Douai, non, mais tu m'as pas touché à la tête, il n'y a pas de problème. Le juge unique a pris en compte ces messages-là pour finalement adoucir la peine parce que le PSO avait signifié une peine, un degré 2. Charge en prenant un match, plus d'un match, ouais. En prenant en compte charge à la tête, en prenant justement. Et Kinsley dit, tu m'as pas vraiment touché à la tête, quand même, petite nuance, et sur cette nuance-là que le juge unique a dit, il y a quand même un check qui vient haut sur le corps, il dit, tu m'as pas vraiment touché à la tête, sous-entendu, tu me l'as pas arraché quand même, je pense que c'est le choix des mots. Après, je suis pas sûr que si on pose la question à Mike Kinsley, est-ce qu'il est satisfait que cet échange privé entre un joueur et un autre soit transmis dans le dossier de défense du 10 joueur à la Ligue? Je pense qu'il y a 2-3 noms d'oiseaux qui sortent. Je ne lui ai pas posé la question, mais je crois qu'il y a un petit mécontentement par rapport à ça du côté de Bienne actuellement. Moi, il y a un mécontentement sur le fait qu'on commence à utiliser ce genre de choses. Tant mieux si effectivement il n'y avait pas eu, mais le problème c'est qu'il y a une intention quand même de Douai. Il arrive dans le côté, en anglais on dit blindside, donc un peu l'angle mort. Il charge le joueur. Moi tu me dis qu'il a plus de matchs que... Je trouvais que la faute était justifiée plus de matchs que Rod. Malheureusement, d'un côté il y a un joueur, Inalbon, qui a une commotion. Kinsley, lui, a pu continuer son match, donc il n'a pas de séquelles. Mais je trouve que la charge, dans l'intention et dans ce qu'il avait envie de faire, franchement, tu te dis, non, tu veux le bloquer, quoi. Sur MySports, c'était Steve Huard qui disait que c'était un coup de cochon, selon lui, et il y avait aussi Gilles Montandon qui n'appréciait pas cette charge. Enfin, tout le monde était à dire, on comprend pas trop, cette charge, elle est pas jolie. Je trouve qu'on est c'est un peu dommage, ces sanctions après... Effectivement, tu vas pas lui mettre 25 matchs d'emblée en disant voilà, on veut faire un statement, mais on a de la peine à comprendre. On a l'impression qu'on peut reprendre ce qu'on disait en 2018, et puis si on avait créé ce podcast en 2017, on aurait dit exactement la même chose. C'est on change les outils, on a ce PSO et tout, mais on a l'impression que finalement ça change jamais. Moi, mon grand truc, c'était la charge sur Martinson de Vizère, que je comprends toujours pas et qui m'énervera toujours, de l'année passée où il avait reçu... Ça et Holmquist sur souris. C'est les 2 cas majeurs pour moi, où Martinson prend 4 et Almquist prend 4. Vizère prend 4 et Almquist prend 4. Alors que les 2, c'est limite pénal, quoi. Donc, c'est ça. Moi, il y a juste une chose, je suis d'accord avec toi sur à peu près tout. Par contre, je pense qu'il faut faire un truc, faut faire attention. Faut qu'on arrête. Et moi, je me le dis à moi, c'est une sorte de mémo. Arrêtons de comparer les charges les unes avec les autres. On a trop souvent le cas, oui, mais machin, en 2006, puis tu lances des noms en l'air. Des noms sont lancés. Ah, rappelez-vous, chaque action de hockey est différente. Dans les positions des joueurs, dans les angles d'approche, dans les points de contact, dans tout. Tout est différent et chaque cas doit être jugé comme un nouveau cas finalement. Ça veut pas dire après qu'il n'y a pas des degrés qui doivent établir une sorte de barrière, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, pour les sanctions. Mais juger un cas en prenant l'exemple d'un autre cas pour dire « ouais, mais là, ceci, cela », c'est toujours super dangereux, je trouve. Ouais, mais ça, c'est la nature humaine. Je suis d'accord, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais à mon avis, c'est une petite erreur, parce que tous les cas sont tellement différents les uns des autres qu'il est impossible d'avoir 2 fois les mêmes circonstances entre 2 charges. Et du coup, à partir de ce moment-là, est-ce que vraiment c'est pertinent de perdre cette énergie-là à se dire « oui, mais en 2006, il y avait eu le cas entre machin et machin ». Tout le monde a oublié, tu te rappelles vaguement, on dit « ah ouais, il me semble qu'il s'était fait, il avait punaisé contre la bande, ouais, vaguement ». Ouais. Par contre, vu qu'on est sur les charges, Marty, horrible. Christian Marty Zurich, pas Aurélien Marty Fribourg. Christian Marty Zurich est passé complètement entre les mailles du filet pour avoir tenté de...
je sais pas, d'arracher la tête de Jérôme Barofner. Moi, je pense qu'il voulait l'imprimer en fait sur le plexiglas parce qu'il trouvait que c'était plus joli qu'une pub. Alors, Barofner a rejoué, donc tant mieux. Ouais. Mais là, il s'est pris un camion de pleine face, en l'occurrence. Et c'est passé, il n'y a pas eu d'enquête ouverte. Et c'est un de nos auditeurs qui m'a relancé juste avant qu'on enregistre cet épisode. En me disant, puis dis donc, Christian Marty, quoi. Puis je dis, désolé, j'ai pas vu la scène, il me l'a envoyé. Et ouais, je n'arrive pas à comprendre que sur ce cas-là, on ne vienne pas avec minimum une enquête où Ouais. Après, l'enquête, elle donne ce qu'elle veut. Mais tu ouvres le cas sur... Là, moi, j'arrive pas à comprendre. Bah, tu dis, c'est un camion. Pour moi, c'est le chauffeur du camion. Il descend, puis il fait oh, hé, garde. Ah non, mais c'est pas possible, quoi. Tu me rentres dedans. Il le pourrit derrière. Ça, c'est quand même incroyable. Là, c'est de la science-fiction, quoi. Le mec, il lui envoie un coup de coude. Il a la tête contre la bande. Il vient encore derrière. C'est la faute de Barofner. Il a qu'à pas passer aussi près de la bande derrière le but. Non, s'il vous plaît. Ouais, c'est problématique. Mais c'est bien, on est qu'en septembre et j'ai l'impression que ça commence déjà, ce genre de discussion sur les sanctions. Ça va être une bien belle saison. Alors, il y a plusieurs questions. Je ne sais pas si on pourra répondre. Il y a Alain Brie qui dit quand est-ce que les coups à la tête seront punis? Est-ce qu'il ne faudrait pas attaquer le porte-monnaie? On en avait déjà parlé l'année passée. Pour moi, c'est une des bonnes sanctions. Et effectivement, quand on met 2000 pour une simulation, on se dit, bah alors, là aussi, tu vas me dire, oui, mais compare pas. Tu auras sans doute raison, mais je me dis, bah, si tu mets 2000 pour une simulation, puis l'autre qui atteint la tête, qui peut causer des dommages sur la vie future de quelqu'un, bah, je partirais, moi, sur des sanctions appropriées. Je n'ai pas un chiffre en tête, mais... Non, mais si l'étalon, c'est 2000 francs... Pour une simulation, pour un truc... En gros, c'est comme si tu dis que l'amende de parquage, c'est 2000 francs. Bah, un excès de vitesse où tu mets en danger d'autres gens sur la route, bah, ça doit valoir plus que la bête amende de stationnement. Ce qui est le cas finalement sur nos routes. Donc, bien sûr. Là, bah, je me dis que ça pourrait pas être stupide d'avoir une échelle un peu différente. Ouais. Et c'est pour ça qu'on comprend pas. Je pense, tu disais, oui, il faut qu'on arrête de comparer, mais peut-être parce que si l'échelle était des fois respectée ou qu'elle nous apparaissait, il y aura toujours des gens qui diront qu'elle est pas juste, mais qu'il y a au plus grand nombre apparaît effectivement comme les amendes d'ordre en prenant en compte les différences, la mise en danger, les choses comme ça, les récidives, ben finalement tu te dis ouais, j'accepte peut-être plus facilement ou je comprends un peu mieux, peut-être, il y aura toujours des gens qui ne comprendront pas, mais et ça sera mieux intégré par le public et on aura peut-être moins ces discussions-là. La valeur des éléments pris en compte, ça c'est Raphaël Iberg, dans les enquêtes sur les charges, bah voilà, la valeur, est-ce que maintenant on prend des échanges de WhatsApp entre deux joueurs pour déterminer si on doit mettre moins ou plus, ça m'ennuie. Bah, la prochaine fois, tu crées dans ton répertoire le nom, je sais pas, Robbie Earl. Ouais. Puis tu dis, oh là, c'est bon, je lui ai écrit, Robbie Earl, il va mettre le nom Julien Sprunger. Puis il va dire, non, mais regardez, j'ai un message de Julien Sprunger qui me dit, non, c'est bon, Robbie, t'inquiète pas. Puis t'envoies ça au juge, puis 2 jours après, il prend un... Enfin, oui, non, mais c'est très juste. Blague à part, c'est un peu particulier, mais moi, ce qui me dérange dans ce cas-là, c'est l'aspect par derrière, du coup. C'est que tu envoies ça comme pièce conviction, ou comme preuve en disant oui, il m'a dit que c'était tout bon. Mm-hmm. Je sais pas, c'est un petit peu bizarre, même si c'est fait. Si en fait le juge unique parle à Kunsley et lui dit non, mais c'est bon, il m'a pas touché la tête. On a l'impression effectivement sur les images, mais c'est beaucoup plus. Certaines fois, les images, elles ont l'air aussi plus impressionnantes que ne le sont vraiment les charges. Et si Kunsley dit non, mais bougez pas, les gars, moi il me tape le thorax, quoi. On a l'impression qu'il ramasse, mais pas du tout. Là, c'est pas vraiment le cas, je trouve. Tout à fait. Alors pourquoi toujours les mêmes soucis avec le juge unique? Ça, c'est Tom Maillot qui dit qui peut faire pression pour faire changer ce système et pourquoi un juriste n'est pas un ancien arbitre? Alors honnêtement, là, je suis pas sûr qu'on ait une réponse à fournir. Moi, j'ai simplement l'impression que pourquoi un juriste? Parce qu'on parle de loi, il faut Bien appliquer. sûr, donc c'est une évidence. Mais il là, faut des gens qui ont fait des études et qui ont un métier en rapport avec mais c'est ça. le juger. Avant, c'était le juge Steinman qui prenait sa décision tout seul. Maintenant, il y a justement un échelon qui a été mis là au milieu avec le PSO, qui est censé justement être la caution sportive de la décision en disant nous, en tant qu'anciens joueurs, il y a Gardner qui a été intégré. On estime que ceci, cela, regardez, faites attention à tel détail, tel truc. Voilà la recommandation du Player Safety Officer.
Et après, il y a un homme de loi qui vient puis qui dit, bah voilà, selon les considérations du PSO, les enquêtes que j'ai faites, les témoignages que j'ai récoltés de Douai, de machin, bah, voilà la décision que je prends. Mais qui est un juriste, ça me semble complètement logique. Enfin, au moment de préparer cet épisode, on en parlait, mais c'est comme si tu dis, mais pourquoi on prend pas un ancien charpentier pour établir un contrat de bail? Maintenant, en fait, l'ancien charpentier, oui, il connaît très bien comment on fait une maison, mais c'est pas lui qui va savoir rédiger un bail. C'est normal qu'un homme de loi applique la loi, finalement. Par contre, c'est au moment de l'échelle, c'est l'échelon d'avant où il peut y avoir, où on peut se poser des questions. Et qui décide, bah, c'est les clubs. C'est toujours les clubs qui édictent le cadre dans lequel ils jouent, finalement. Voilà, après ce petit interlude sur les sanctions, on reprend un peu le cours de la saison, on passe à... J'ai une proposition. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on garde ce segment, puis tu mets des blancs à la place des noms des joueurs, Earl, etc., puis on le ressort à chaque fois. Ouais, la faute de... On a un blanc, puis après on met juste le nom du joueur. On veut pas le refaire toutes les 2 semaines, celui-là, non? C'est juste. Non, on va quand même le refaire chaque fois, parce qu'il y aura toujours des trucs à dire. Donc je disais, on passe à Lausanne, qui reste sur 2 victoires à l'extérieur. On parlait de Fribourg. Lausanne, Davos, les 3 équipes sont dans le même cas, puisqu'elles doivent attendre un petit moment avant de pouvoir rentrer dans leur maison. Lausanne, on a dit, serait le 24 contre Genève. Victoire 5-2 à Lugano en ouverture de saison. Et puis surtout, ce match, mardi soir, 6-5 à Zug. Lausanne qui menait 4-0 après 13 minutes. Giannoni se fait chasser. Au passage, les gens dans Hockey Manager étaient très très contents d'avoir Giannoni chassé. C'était magnifique. Lausanne qui a encaissé 3 buts sur un powerplay zougois. On en a assez parlé quand on a vu les transferts. Il était solide la saison passée. On rajoute Hoffman, on rajoute Lindberg, on rajoute Kovar. Ouais, ça tourne pas mal. Mais finalement, Lausanne, qui a presque fait dans ses culottes à la fin, mais qui a quand même réussi à partir de la Bossart Arena avec 3 points. Mine de rien, les gardiens étaient pas forcément dans une bonne phase, mais je pense que Tobias Stefan n'y peut pas grand-chose sur les buts de Zug. Par contre, les arbitres sur ce match ont pesé quand même sur la rencontre, notamment quand il y a... Parce que le premier tiers, alors Zug, au-delà d'encaisser 4 buts, passe complètement au travers. Ils avaient pris 0 minute de pénalité contre Zurich sur 61 minutes, puisque le match est allé en prolongation, quand même. Et puis là, en 12 minutes, ils prennent 5 x 2, 1 x 10 pour Hoffman, qui a pris 2 plus 10. Et puis après, en fin de tiers, quand Zug met le 4-1 et commence à revenir, c'est sur une pénalité que Lindbaum a pris pour avoir défendu en fait Robin Leone, qui s'est fait descendre à la bande par Klingberg. On avait l'impression que là les arbitres se sont dit ouais non, mais on peut quand même pas redonner encore, on en a déjà tellement donné contre Zug. C'était une impression, hein, c'est pas forcément ça, mais la faute sur Leone était vicieuse, parce qu'on voit la tête qui vient contre la bande. On a eu peur, ceux qui regardaient le match, pour la santé de Leone. Visiblement, ça s'est bien passé. Mais c'était un peu le match. On parlait de ces 2 équipes qui étaient en début de saison, on les voyait quand même dans le top 4. Donc un match peut-être pas au sommet, mais pas loin. C'est assez bizarre de voir surtout, finalement, pas forcément de Lausanne être capable de marquer ça, mais de voir Zug pareillement avoir de la peine. Ouais, il y a 2 choses. Effectivement, Lausanne, c'est 2 matchs, 11 buts, 5,5 buts par match. Est-ce que c'est la nouvelle... Est-ce que c'est un jeu un poil plus tourné vers l'avant de Lausanne? Est-ce que c'est des circonstances de 2 matchs là aussi, hein, comme on va dire à chaque club, je le répéterai pour bien aussi. Pas tirer trop de conclusions hâtives d'un début de saison où tout peut aller assez vite finalement. Mais oui, je pense que Lausanne joue en tout cas sur ces 2 premiers matchs. À mon avis, Peltonen doit pas être totalement mécontent en fait de la tournure des événements. Je m'explique. Tu repars avec les 3 points, donc d'un point de vue comptable, t'es bon. Mais en même temps, en menant 4-0 après 15 minutes, t'es pas censé vivre une soirée compliquée. Ou 4-0 après 14 minutes. Tu dois pas vivre une soirée compliquée. Même à Zug, tu la gagnes celle-là. T'es tranquille. Dès la 42e, le match est plié parce qu'ils sont parvenus. Et là, ils ont joué la chiasse jusqu'au bout. Et je pense que pour le coach, t'as l'avantage d'avoir les 3 points au chaud. Puis en plus, tu as des choses à montrer le lendemain, puis dire oui les gars, on est allé gagner à Zug. Je vous explique quand même ce qui s'est passé depuis la 15e minute quand Zug est rentré dans son match. En fait, on s'est pris 5-2 depuis ce moment-là. On se prend 5-2 depuis le moment où Zug rentre dans son match. Donc c'est parfait en fait pour lui. Tu as plein de choses à montrer, tu as plein de cas, tu as plein de wake-up calls que tu peux faire à tous tes gaillards.
tout en ayant ramené les 3 points. Voilà, je pense que c'est une mission assez réussie. Mais les 3 premiers buts tombent en powerplay. Oui. Donc c'est un petit peu compliqué parce que ça dépend. Si justement, comme je disais, les arbitres influencent sur le match, on sait que le powerplay de Zug est vraiment très très fort. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans le troisième tiers, là, je pense que c'est un truc où il peut montrer parce que Lausanne a quand même reculé. Complètement. Et notamment sur le but de Barhoffner et le but de Hoffmann, il tombe. Là, il y a des choses à dire. Par contre... Excusez, je voulais dire, premier tiers-temps, nombre de shoots, 7-14. Et les deux derniers tiers, c'est 24-9. Lausanne a tiré plus que 9 fois au but dans les 2 derniers tiers. Ils sont complètement recroquevillés autour de Tobias Stephan. Ils ont arrêté de jouer. Et en même temps, on ne peut pas leur en vouloir. Tu mènes. Donc c'est logique que tu fasses un pas de retrait. Tu ne peux pas continuer partir à l'abordage. Mais non, bien sûr. C'est complètement logique. Mais au bout du compte, c'est 23 shoots cadrés, 6 buts. Le ratio, il est quand même assez impressionnant. 31 shoots à 23 au total. Le but d'Allemande, par exemple, il est pour Hollenstein. Le 5 à 2. Parce que Oui. Lausanne a eu de la chance, finalement. Je pense qu'on peut quand même parler de chance parce que le tir d'Allemande, il est pas très dangereux. Il vient au but. Mais ça met 5-2. Alors que Zug était en train de revenir. Il était passé de 4-0 à 4-2. Et puis là, hop, tu reprends 3 buts d'écart. Zug revient à 5-3. Puis pendant le troisième tiers, t'as ce powerplay. Hop, tu mènes 6-3. Tu reprends ces 3 buts d'écart. Heureusement qu'il y a eu ces buts-là qui sont tombés. Finalement, au milieu de rien. Ou de période de domination zougoise. Pour permettre finalement de repartir avec les 3 points. Mais on a vu des bonnes choses. Moi, alors, comme j'ai dit avant, j'étais sur le match de Langnau et puis j'ai vu de larges extraits des 2 matchs de Lausanne. Mais Joris, de ce que j'ai vu me plaît bien. On en parlait durant l'épisode de présentation de Lausanne, que ce joueur devait ou pourrait probablement nous apporter un poil plus que ce qu'on imaginait peut-être au moment de la signature, moi le premier. Et ça a l'air de complètement se confirmer, en fait. En tout cas, j'ai dû voir un gros quart d'heure des 2 matchs cumulés. Donc, ouais. Mais ça a quand même vraiment l'air d'être un joueur qui a un vrai impact. Allemande est dans sa phase mon équipe gagne, je mets des points. On verra plus tard. Mais ça, c'est positif aussi. Je ne suis pas en train de dire que c'est négatif. Non. C'est une bonne chose. Je me réjouis de voir s'il va être capable de marquer des points les soirs de défaite, par exemple. Parce que c'est une codie allemande, ça. Donc, à voir. Mais les signaux sont bien ouverts là, pour Lausanne qui, comme tu disais avant, dans le même cas que Fribourg, tu commences à l'extérieur, tu as le droit d'aller les perdre ces matchs, comme ce qu'on a dit pour Fribourg. Par contre, si en plus tu arrives à ramener 3 points des 2 premiers matchs, c'est déjà super en ayant un déplacement à Lugano et l'autre à Zug. Mais là, quand tu reviens avec 6, rien à dire. Il y a juste 2 joueurs que j'aimerais mettre en évidence, dont tu n'as pas parlé. C'est Corey Merton et Jonas Junland. Corey Merton, 4 assists sur le match d'hier. Enfin, sur le match de mardi, il a été très 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 bon. Très bons engagements, il fait beaucoup de bien, il a beaucoup de justesse en fait dans le jeu. On parle beaucoup de Joris et tout, mais parce que Joris impressionne aussi par son sens du jeu et c'est un nouveau joueur, on dit qu'on aime bien voir aussi parce qu'on les connaît pas, alors on va plus focaliser sur eux. Mais Corey Emerton, là où il a été très très bon, notamment sur le powerplay, mais même ailleurs, c'est qu'il a beaucoup d'intelligence de jeu. Et comme c'était le 5e étranger, il est arrivé en cours de route la saison passée. Je pense que dans l'inconscient collectif, et le nôtre, avant tout, c'est un peu un étranger de 2e zone. Ah, mais je l'ai même dit on the record la semaine passée. Exactement. C'était une 5e roue du char, donc c'est difficile de le considérer comme un étranger à part entière, finalement, ce qui est le cas cette année. Et il fait 4 points contre Zug. Et tu as clairement raison de mettre le doigt dessus. C'est un beau début de saison de Corey Merton. Parce qu'au-delà du fait qu'il gagne, il a plus de 50% des engagements et tout. C'est vraiment, tu parlais de Joris qui avait un peu le whole package, puis que l'entraîneur aime bien son jeu parce qu'il va jouer partout. Je pense que Corey Merton est un peu dans le même moule. Maintenant, il faut confirmer. C'est bien, 4 assists contre Zug. Bon sur le powerplay. Il faudra voir des autres soirs de match si il arrive. Mais il a vraiment beaucoup d'intelligence. Et ça, c'est important. Jonas Junland, aussi pour dire, il nous a surpris. Normalement, lui, un slap de la ligne bleue. Normalement, on sait qu'il fait un tir du poignet. Là, non, il a envoyé une cacahuète. C'est passé. Par contre, toujours des carences défensives. On sait que finalement, les forces de Junland, on connaît ses forces, on connaît ses faiblesses. Très, très bon sur l'avantage numérique. Moins quand le jeu devient physique, normalement. Et puis, en défense, là, à mettre aussi un petit bémol, dans le sens où il était en box-play.
pour la plupart du temps, hein, surtout sur les 3 premiers buts. Pas évident. Mais si Union commence à marquer des buts en frappant, un peu comme Radgeb, comme Gregory Hoffman, d'ailleurs au passage un des buts de Gregory Hoffman, il est magnifique. Le tir part tellement vite, tu en parlais, où tu disais, faut regarder une fois le mouvement de slap de Gregory Hoffman, et bah, c'est magnifique, quoi. Il tire dans l'autre côté par rapport à Tobias Stephan, elle part en pleine lucarne, il voit rien du tout. C'était magnifique. Au passage, là, ça va être intéressant parce que d'ici les 10 prochains jours, les 3 prochains matchs de Lausanne, c'est à Zurich, à la maison contre Genève, dans une soirée qui va être spéciale, l'ouverture de la patinoire, soirée de gala, toute la fanfare va venir, il y aura tous les VIP qui seront présents. Ça va être une soirée particulière pour Lausanne. Match jamais facile à négocier, c'est pas dans les deux sens. Et après, match à Berne. Donc, on parlait de confirmation, etc. Si Lausanne s'en sort bien dans les 3 prochains matchs, peut vraiment être serein, parce qu'il y a 2 déplacements très compliqués. Au passage, je serai présent à Zurich, Lausanne, vendredi. Et c'est peu dire que je me réjouis, parce que celui-là, il va vraiment être joli comme match. Ouais, parce que Zurich a quelque chose à se faire pardonner. Je pense que... Tu dis aux parieurs ou bien aux... Oui, aussi, mais Grunborg, tu en parlais aussi au début de saison, quand on mettait la lumière sur Zurich. Un entraîneur qui a très très peu coaché de club, finalement. Donc là, au jour le jour, là, il a dû rentrer, il doit analyser la défaite contre Genève. Doit dire à ses joueurs ce qui s'est mal passé, le temps de jeu, les stars que tu as. On parlait de Marcus Kruger. On aimerait bien voir Marcus Kruger peut-être avoir un peu plus d'impact. Complètement. Même si c'est peu de matchs. On est bien d'accord. Il n'y a que 3 matchs. Hein. Mais on connaît la particularité du championnat de Suisse, la pression qu'on va mettre sur les étrangers. Mine de rien, si tu fais un 2 matchs où tu marques des points, bah c'est beaucoup plus simple. Si tout d'un coup tu passes, même si on te dit ouais mais bon, c'est un joueur plutôt défensif, il est important il joue dans sa zone. Ouais, mais il faut quand même mettre une petite coche dans assist ou bien but sur la feuille de stats. C'est jamais mauvais pour la confiance du joueur, et puis surtout pour s'éviter d'avoir des questions ou bien des remises en question de la part des gens qui disent mais vous êtes sûr que c'est un bon choix, Marcus Kruger? Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Et Peterson aussi, 3 matchs, 2 assists, mais un poids sur le jeu qui est assez limité de ce que j'ai vu. Et lui aussi, il va devoir progresser assez rapidement avant que ça commence à siffler autour de ses oreilles. Donc ce Zurich-Lausanne va vraiment valoir la peine, il va valoir le déplacement à mon avis. On termine notre tour d'horizon en roman avec Bienne. Bienne qui a, je vais dire, un poil redescendu sur terre après sa victoire, le show Tony Rayala contre Fribourg, 3-1. La victoire 4-2 au Vernet qui s'est décidée finalement sur une minute où Genève a un peu craqué, où l'inexpérience a fait que Bienne a su venir et l'emporter. Et puis mardi soir, un résultat de football, comme on aime dire, un 1-0 défaite 1-0 après prolongation contre Rapperswil, but de Červenka au passage. Les highlights sont jamais perdus. Et puis, je crois qu'il y a que tu aimerais mettre en non, lumière. J'aimerais déjà qu'on fasse juste une petite dizaine de secondes de silence pour Yannick Radgeb. Voilà, vous irez voir les images de ce moment un peu compliqué pour Radgeb durant la prolongation où Červenka a fait le tour. Quoi. C'est vraiment terrible comme image. C'est du basket, en fait. Toi qui aimes bien le basket, on avait l'impression que c'était Chris Paul qui faisait un dribble. Ankle breaker. Là les chevilles de Yannick Radgeb, c'est compliqué. Hein. Les patins, ils n'ont pas suivi. Il a voulu suivre avec les patins le mouvement de Červenka. Mais qu'est-ce qu'il est fort, Červenka. On disait, hein, soit il va finir à 50 points, soit il ne va pas finir la saison à Rapperswil. Pour l'instant, c'est la réponse. En tout cas, ça part sur ces bases-là. Et c'est un régal. J'ai toujours apprécié ce joueur et c'est dommage ce qui lui est arrivé l'année passée à Zurich avec toutes ses blessures et autres maladies. Là, il part sur des bases intéressantes. Rapperswil qui se fait blanchir 2 fois de suite, alors ça, je sais pas quoi dire. Mais bien, ben voilà, bien a pas été flamboyant contre
contre Genève, mais on avait peut-être tendance à oublier les nombreuses absences finalement Et la jeunesse du et continent. la jeunesse, parce que quand tu joues avec une ligne complète quasi de 20 ans et moins, bah, c'est jamais évident. Ça avait passé à Genève, là il y a Gustafsson qui était de retour, donc il y avait un 20 ans et moins de moins. Mais voilà, ils font les points quand même, ils ont 3 matchs, 7 points quand même depuis le début de saison. Donc y a rien à dire finalement. C'est juste dommage quand tu as 2 matchs 6, tu accueilles Rapperswil de ne pas être à 3-9 finalement. Parce que l'occasion était quand même belle de vraiment déjà faire une vraie différence. De prendre déjà 9 points d'avance sur Fribourg à part ça. Oui. Il y en a 7, tu me diras, mais il y a un match de plus. Ça va être chiant jusqu'à Noël. Ça va vraiment être compliqué les matchs et de tenir compte de tout ça. Ouais, petit coup d'arrêt quand même contre Rapperswil. Mais alors, on parlait des absences. Je crois qu'ils sont tout contents à Bienne. En tout cas, Tormenon va pas cracher dessus. C'est le retour de Damien Ria qui est prévu pour le match. Il devrait jouer vendredi contre Berne. C'est à Berne, un gros derby. Puis après Langnau le lendemain. Deux derbys bernois de suite. Pas simple pour Bienne pour le coup. Là, ils vont encore être testés encore plus dans leur capacité à faire sans pas mal de joueurs. Ouais, on disait justement avant la saison que ça va être intéressant de voir comment Bienne va être capable de réagir à un certain défi physique. Et pour l'instant, que ce soit Fribourg, que ce soit même Genève samedi ou Rapperswil mardi soir, j'ai pas l'impression qu'ils étaient vraiment testés sur ce plan-là. Berne vendredi, ça risque d'être un peu une autre affaire. Comment ça va se passer à ce niveau-là, ça va être très intéressant de suivre. Et même le lendemain, Langnau, c'est quand même un des plans du club d'être un peu plus robuste derrière, d'être un peu plus rugueux. Quand on engage Sébastien Schild, c'est quand même pas pour sa qualité de jeu et sa première passe, mais c'est pour cette vraie rigueur et cette dureté. Donc un week-end où les aptitudes physiques de Bienne vont être vraiment testées. Mais bon, Rayala va quand même marquer des buts, quoi, comme d'habitude, j'ai l'impression. Ouais, alors à Bienne, ils disent aussi qu'il faut faire attention avec Rayala. Il connaît des phases où il flambe, puis après tout d'un coup, il disparaît pendant 2-3 matchs. Puis après tout d'un coup, quand il ressort, il marque 2-3 buts. Alors pour l'instant, les 2 premiers matchs, il était là. On va aussi un tout petit peu minimiser. Il a marqué 2 buts dans la cage vide sur ses 5, donc c'est quand même, il faut les mettre. Ah ouais, c'est quand même lui qui était là, effectivement. Ouais. Mais c'est 2 buts dans la cage vide. Par contre, effectivement, ils sont bien contents d'avoir un joueur comme ça qui peut te sortir de situations, si ce n'est scabreuses, tout du moins compliquées. Quoi. Je pense effectivement c'est ce qu'un Mark French aurait apprécié de soit Stolberg, soit des Harness sur ses premiers matchs. À savoir quand les lignes de derrière sont peut-être pas celles qui vont faire la différence les soirs en question, t'as ta première ligne, t'as ton buteur patenté qui est là en fait et qui répond présent. 3 buts contre Fribourg, 2 buts contre Genève. Le soir où il est grippé, 0 quoi. 0 pour tout le club, pour toute l'équipe. Je pense que le succès de Bienne passe en ce moment surtout, quand on parle des absences de Damien Ria, de Damien Brunner, de Hugli, de Fuchs, de joueurs qui peuvent amener un impact offensif. Ça passe par un bon Tony Rayala et il l'a été jusqu'à présent malgré le 0 pointé contre Rapperswil. C'est quand même assez impressionnant de voir ce joueur. J'ai toujours eu tendance à, je sais pas si je dis pas y croire, on s'en fout que j'y crois ou pas à Tony Rayala, mais à me dire ouais mais ça va s'arrêter en fait. Ouais mais il a mis 3 buts, mais regarde après pendant 3 matchs on le voit plus, donc c'est fini. Et ça revient, et bim, il en remet 3. Puis tu dis, mais en fait, il va jamais s'arrêter de marquer des buts. Début de saison, mais je pense que j'ai dû le dire, je me souviens plus, ou en tout cas, je l'ai pensé très fort. Ouais, mais il faudra quand même voir, parce qu'il met 27 buts, je crois, l'année passée, ou 25. On verra cette année. Et bim, 2 matchs, 5 buts. Tu dis, bon, ok, faut juste arrêter de le minimiser, et puis se dire qu'on a juste mal vu, quoi, parce qu'il est chouette à avoir joué, quoi. Il est chouette à avoir joué, c'était un petit peu la récurrence vendredi à Bienne après son triplé, de dire... est-ce que c'est l'effet champion du monde ? Je pense qu'il a dû répondre à cette question à peu près 4 ou 5 journalistes de suite. J'attendais mon tour. Vous lui posez la même question ? Pour le coup, je lui ai pas posé la même question parce que j'ai entendu les autres, mais c'était vraiment amusant de voir comme tout le monde voulait avoir cette phrase-là. Puis, alors il était très gentil. Il a répondu chaque fois avec la même intensité. Il disait « Ah, yeah !» Ouais, vraiment, chaque fois, il n'avait pas l'air saoulé de qu'on lui pose chaque fois la même question. Mais il disait qu'il avait à Bienne un vestiaire où il se sentait bien. Peut-être pas aussi impressionnant qu'avec la Finlande
championne du monde sans ces gars de NHL qui avaient réussi finalement vraiment Un truc, ouais, un clairement. truc. Ouais. Ouais, j'allais dire exploit, mais c'est faux, parce que c'est quand même la Finlande, donc c'est pas un exploit, mais un truc. Et qui avait vraiment un état d'esprit génial, et que l'état d'esprit était très bon au sein du vestiaire de Bienne. Et effectivement, pour compenser les absences sur blessure, bah, c'est qu'il doit y avoir un chouette état d'esprit qui est créé dans ce vestiaire, et que lui, là, il doit apprécier cette ambiance, puisque ça fait maintenant 3 ans qu'il est dans le Seeland. Ouais, exactement. Donc, début de saison, comme j'ai dit, dommage de perdre ses points contre Rapperswil, mais pas trop de quoi paniquer. À part si tu t'appelles Yannick Radgev, tu paniques un petit peu en disant c'est quand la prochaine fois où je vais croiser Roman Chervenka, mais à part ça, tout va bien. Puis on finit cet épisode de manière un peu particulière, forcément parce que c'est pas du hockey sur glace réel, mais du hockey sur glace virtuel, avec la sortie, parce que pour moi c'est un peu, je sais même pas si c'est pas plus que Noël, quand il y a la sortie du nouveau jeu NHL, pour le coup NHL 20, qui est disponible depuis le vendredi 13 septembre. On a chaque année, moi je les ai depuis 1991. C'est pour vous dire Non, mais une fois, il faut savoir que j'ai eu Jean-Fred dans tous ses états un soir parce qu'il n'était pas sûr que le lendemain il serait dans les magasins en Suisse et je l'ai vu paniquer parce qu'il avait peur de ne pas l'avoir le jour de la sortie. Il faut juste se rendre compte de ça. Ouais, mais c'est important. L'enfant, on le 24 au soir, je peux ouvrir mes cadeaux. Un enfant de 41 ans, effectivement. Ouais. Il a ouvert le cadeau cette année alors. Il a ouvert le cadeau, ouais. Et il est... Mais c'est un peu, tu sais, c'est toujours la même chose. Tu te demandes ce qu'ils peuvent améliorer parce que on est dans une phase où graphiquement, le moteur graphique est à peu près toujours le même. Il a été amélioré au fil des années et c'est beau, c'est clair. Mais qu'est-ce qui a changé? Et puis c'est toujours des petites touches finalement parce qu'ils ajoutent des modes de jeu. Mais moi, j'ai un peu un jeu à l'ancienne, c'est-à-dire que j'aime bien jouer un match contre une personne, puis un match avec des équipes normales. Après, je te vois sourire. Mercredi confession, si tu veux faire un match Canada contre Pittsburgh, c'est impossible. Parce que dans la vraie vie, Crosby peut pas être des deux côtés. Donc, c'est... Ouais, mais exactement. Mais ou tu peux pas faire un Fribourg-Gotteron contre Colorado Avalanche, même ou si un finalement... Lausanne-Philadelphie, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est pas un vrai match. C'est un match de pré-saison. Mais en l'occurrence, en plus, si tu fais des matchs de ce style-là, je te prie de regarder les ratings des deux équipes, puis tu vas vite t'ennuyer suivant quelle équipe t'as pris. Au hasard, Lausanne, tu vas vite passer pas une soirée, mais un long match à aller essayer de récupérer le puck. Là où le jeu est très intéressant, c'est que moi, ce que j'aime, c'est qu'il se rapproche de plus en plus du hockey sur glace. Avec des petites touches, par exemple, l'extension de la canne, quand tu fais une passe, un ailier qui descend, qui vient et qui fait la passe au deuxième poteau. De temps en temps, les mouvements, même en motion capture, ils sont un peu... tu vois que c'est un jeu, et là, de plus en plus, tu as l'impression que c'est réel. C'est vraiment ce qui m'a plu. Moi je me rappelle de moi, gamin, avec une certaine, sensibilité, en me disant, mais quand j'étais gamin, je jouais à NHL 98 ou quelque chose comme ça. Je dis, putain, mais c'est tellement beau, on dirait que c'est du vrai hockey. Puis en fait, si tu rejoues maintenant à NHL 98, en fait, c'est juste 5 pixels 5 qui affrontent 5 autres pixels. Et c'était juste pourri, mais on trouvait ça déjà tellement bien. On se disait, mais ils pourront pas faire mieux que NHL 2000, pas possible. Ouais, mais ils ont fait un poil mieux depuis, quoi. Ouais, puis ils feront encore mieux dans le futur. Mais ce qui est drôle, c'est que finalement, pourquoi il y a cette nostalgie aussi? Parce que tu as toujours ce qu'ils appellent les commandes de NHL 94, qui étaient en gros un bouton passe, un bouton tir, pour simplifier un maximum le jeu pour ceux qui n'ont pas envie de se pencher et de se péter les pouces. Parce qu'à un moment, quand tu dois appuyer sur à peu près 5 ou 6 touches en même temps avec les sticks analogiques, sous les pouces, ça devient un véritable sport. Finalement, c'est de l'e-sport. Et si tu veux maîtriser ce genre de choses, tu dois passer du temps. Et est-ce que tu as autant de plaisir? Moi, c'est aussi ça que je me dis des fois, quand tu dois passer 8 heures parce que tu veux t'améliorer, puis que des fois, tu as juste envie de faire une petite partie contre quelqu'un comme ça. J'ai l'impression de parler avec Perceval de Camelot quand tu as juste envie de faire une petite partie comme ça.
Mais c'est ça, t'as juste envie de jouer une demi-heure et pas de en faire ta vie pendant 8 heures. Mais le jeu est... Il y a certains modes, j'ai un peu plus de peine, mais je pense qu'il y en a qui aiment bien. C'est un 3 contre 3 sur des patinoires extérieures. On a l'impression qu'on est sur des lacs gelés au Canada. C'est un jeu plus arcade, qui est moins simulation. Et puis il y a un jeu où tu choisis, tu as 3 joueurs, un gardien. Toi, tu joues un des 2 joueurs. Et puis, c'est à celui qui marque le plus de buts. Donc, en fait, tu joues en attaque et en défense tout le temps. Après, le puck retombe si tu as marqué un but. Et puis après, tu dois défendre. Et tu dois essayer de récupérer le puck pour essayer de remarquer. Donc, en fait, c'est celui qui marque le plus de buts des 3 qui gagne la partie au bout de 3 minutes. C'est assez particulier, mais voilà, je pense que ça fait partie de ces nouveautés qu'ils essayent de mettre, parce qu'il y a les fameux trucs de dynastie où tu joues ton rôle de GM, où tu vas faire tes transferts, où tu vas faire... T'as déjà transféré Crosby? Non, mais moi je joue... Alors effectivement, j'ai un jeu très à l'ancienne, où je joue des matchs, où je joue une saison, si tu veux. Mais le jeu de dynastie où tu commences à te mettre toi, et puis voilà, rentrer dans un truc, je joue assez peu à ce genre de truc. Mais ça existe, et ils le font extrêmement bien. On sait qu'il y a des modes de jeu avec la AHL, avec comment dire, les ligues juniors au Québec, hein, les 3 ligues juniors. Il y a évidemment le championnat de Suisse, parce que je pense que les joueurs suisses aiment bien quand même de temps en temps, une fois que tu as fini tes matchs San José, New Jersey, que tu as marqué 3 buts avec Ishii et 4 buts avec Timo Meyer, bah, t'aimes bien aller voir un petit peu ce qui se passe en National League. Les transferts sont à jour. Un Timo Pulkkinen, par exemple, est à Lausanne, il faut l'enlever, parce que bah, maintenant il est retourné à Minsk. Le meilleur joueur d'Ambry, ça je l'avais déjà dit l'année passée. T'étais tombé de ta chaise. Là je te retiens pour que... Michael Ngoy. Ouais, exact. Bah, comme C'est l'année juste, passée. hein, bonne Ouais, mémoire. exactement. 71. Moi, à mon avis, Ngoy, là, il paye Electronic Arts. Il doit leur donner des petits pots de vin pour être toujours le meilleur. Certaines stats de joueurs, on parlait de Radgabe. Il a des stats de 62, ou des choses comme ça. D'ailleurs, Bon. il a été baissé un petit peu, je crois, depuis l'action de Chervenka. Il est à 61, je pense, maintenant. Il a surtout plus de chevilles, donc ça c'est Mobilité 2. Alors que pas du tout, hein. Il paraît juste pas bien sur cette action, mais compliqué. Mais c'est drôle, on a quand même le droit un peu des fois de se moquer. Je pense qu'il n'en tiendra pas rigueur. Il écoutera pas déjà, donc. Ouais. Mais on espère que, bah voilà, le jeu en tout cas, je sais pas si c'est les yeux fermés. Pour certains, ça sera peut-être que cosmétique les changements. Est-ce que ça vaut le prix? Pour moi, oui, mais parce qu'il faut savoir que je suis un fan hardcore de ce jeu. Donc, à vous de faire votre choix. On retourne dans la vie un peu plus réelle pour terminer ce 5e épisode de la saison 2 de Colfax en attendant fébrilement des nouvelles de Sprunger. Au moment où vous écouterez, je pense qu'on en saura largement plus. Probablement que l'info sera disponible sur vos sites favoris ou sur ceux où nous commettons nos articles, disons, Jean-Fred sur bluewin.ch et autres de ses clients. Moi, le matin.ch, 20minutes.ch, 24h Tribune de Genève aussi, mais je doute que ce soit sur ces sites-là. En attendant, bah, vous pouvez toujours nous poser vos questions sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, nous écouter, SoundCloud, Spotify, iTunes, etc. Suivez bien la Ligue Hockey Manager parce qu'il commence à y avoir du dégât et certains éliminés, j'imagine, mais 8 places pour 490 équipes. Ça va vraiment être compliqué. Je pense que viser les playoffs, c'est quand même être assez ambitieux. Puis ben, on se retrouve dès la semaine prochaine pour la suite de cette saison 2019-2020. Salut! Bonne semaine.